Cette capsule-ci va porter sur la section 4.4 qui est à propos du mouvement circulaire uniforme. Uniforme pour à vitesse uniforme. Ce qu'on va vouloir dire, c'est que la grandeur de la vitesse est uniforme, mais pas sa direction, puisqu'il s'agit d'un mouvement circulaire. Et on va voir que ça nous amène à introduire de nouvelles définitions et un nouveau type d'accélération. Je vais me tourner vers les diapos. Or, ici, on voit justement un cas de MCU. On a un mobile qui tourne sur un cercle et il est peut-être accroché par une corde. On voit que la grandeur du vecteur vitesse demeure constante, mais son orientation change constamment. L'accélération, par définition, c'est vectoriel, c'est delta V sur delta T. Delta V, c'est vitesse finale moins initiale. Et si je regarde ici, la vitesse finale et la vitesse initiale ont bel et bien la même grandeur, mais elles ont des composantes XY différentes. Et ça va prendre une accélération pour expliquer ça. Et on va appeler cette accélération-là l'accélération centripète. On va revenir un tout petit peu en arrière au concept d'inertie avec Galilée et après Galilée. On se rappelle un peu de l'expérience par la pensée. Si un plan incliné était ramené à l'horizontale, s'il n'y avait aucun frottement, une bille continuerait indéfiniment, ce qui a fait dire à Galilée que l'inertie, ça va être la tendance d'un corps à résister à tout changement de leur état de mouvement. Cependant, pour Galilée, l'idée c'était qu'une surface, ce plan infini, en fait, c'était une surface telle que la bille soit toujours à même distance du centre de la Terre. De sorte que pour lui, le mouvement circulaire d'un objet, par exemple un satellite autour de la Terre, ou d'une planète autour du Soleil, ne demande pas à être expliqué puisqu'il s'agit d'un mouvement naturel, à la façon des cercles parfaits de Platon et d'Aristote. Par contre, Descartes et Newton vont devoir expliquer ce mouvement-là, puisque pour eux, l'inertie, c'est la tendance d'un corps à rester dans son dernier mouvement rectiligne uniforme. Dès ici on a une bille qui tourne sur un cercle, dès qu'on laisse aller la corde, la bille ne va pas continuer à tourner en rond. Elle va continuer sur sa dernière tangente et par conséquent, tant pour Descartes que surtout pour Newton qui va y réussir, il va falloir expliquer qu'est-ce qui contraint des planètes à tourner autour du Soleil. Et Newton va introduire une force qui va être la gravitation. Alors, revenons au MCU. On va introduire un bon nombre de définitions. Or, la vitesse, c'est la grandeur de la vitesse, elle change de direction. On va introduire une définition qui est la période. La période T, c'est le temps que ça prend pour compléter une pleine révolution, donc une circonférence 2πr, lorsqu'on va à une vitesse V. La vitesse, c'est une distance sur un temps, donc la vitesse, ce serait une circonférence divisée par la période. On va introduire deux fréquences. La fréquence comme telle, ça va être l'inverse de la période, 1 sur t. Pourquoi? Ben, c'est sûr que, par exemple, si la période est de 10 secondes, ben, je vais pouvoir faire une fréquence seulement une fois par 10 secondes. Ça va être 0,1. Par contre, si la période est de 0,1 secondes, je vais pouvoir faire 1 sur 0,1, donc 10 révolutions par seconde. On va introduire une autre fréquence. Bon, les unités de la fréquence, ça va être des secondes moins 1 ou des cycles par seconde ou des hertz. Hertz du nom du physicien qui a démontré expérimentalement l'existence des ondes électromagnétiques prédites par Maxwell vers 1867. Une autre fréquence qu'on va introduire, c'est la fréquence angulaire. Celle-ci, ces unités vont être des radians par seconde. Or, à chaque fois qu'on fait une pleine révolution, donc avec la fréquence, ben, on aura tourné une fois sur le secteur trigonométrique, donc 2π radians. Les unités, ça va être des radians par seconde. Une autre relation qui va être extrêmement importante pour nous, c'est la relation entre un arc de cercle, la grandeur d'un arc de cercle en centimètres ou en mètres, et l'angle qui sous-tend cet arc de cercle-là.
Cette relation-là est écrite ici. Je vais démontrer sa provenance. L'arc de cercle est à la pleine circonférence, donc le delta S est à 2πr, ce que l'angle est à 2π, donc ce que θ est à 2π. Et ça, c'est vrai lorsque θ est exprimé en radian. Θ ne peut pas être exprimé en degrés pour que cette relation-là soit vraie. Et on va voir plein de conséquences de ceci pour la vitesse, la relation entre une vitesse angulaire et une vitesse linéaire. Alors, pour voir un peu comment appliquer ces définitions-là, on va aller regarder un court exercice que vous allez trouver dans votre livre à la page 124. Donc, c'est le problème 42. On a un enfant qui tient une pierre au-dessus de sa tête au bout d'une corde de longueur 45 cm. Il fait tourner la pierre à raison de 2,30 Hz ou 2,30 fois par seconde. La pierre est à une hauteur initiale de 1,60 m. La pierre va être, l'enfant va lâcher la corde, va laisser aller, va continuer son MRU. Quel va être le déplacement horizontal de la pierre quand celle-ci touche le sol? On va aller regarder la solution que je vous en ai donnée. Or, on a donc vu du dessus la pierre qui tourne à raison de 2,30 Hz. Lorsque l'enfant va laisser aller la pierre, elle va quitter avec une certaine vitesse qui va être sa vitesse initiale dans un mouvement de chute libre. Alors, le mouvement de chute libre, vu de côté, on va vouloir calculer cette distance horizontale-là entre le moment où la pierre est lâchée et le moment où elle touche le sol. Or, pour répondre à la question, c'est un MRU ici en X, on se rappelle, ben, ça va être 0 plus V0X fois le temps T. Le temps T, ben, ça va être le temps que ça prend pour partir de la hauteur Y0 et se rendre au sol. Maintenant, la vitesse 0, c'est la vitesse qui résulte du fait que la bille tournait sur un rayon de 45 cm à raison de 2,5 fois par seconde. Alors, si on regarde ça, on peut écrire la fréquence angulaire, W, est égale à 2πr, et la vitesse linéaire, c'est on couvre une pleine circonférence, 2πr, un certain nombre de fois par seconde, 2,30 fois par seconde, ça donne une vitesse de 6,50 mètres secondes. On calcule le temps. Le temps, c'est le temps que ça prend pour arriver à y égale 0, et temps parti de y à 1,60 m avec une vitesse en y nulle. Et on va isoler le temps. On trouve 0,571 secondes qu'on introduit dans notre équation du MRU et on répond à la question 3,71. Or, ici, on a utilisé nos différentes relations entre le mouvement circulaire et le mouvement linéaire. Circulaire en radians par seconde, linéaire en mètres par seconde. Alors, on va revenir ici à nos diapos et on va aller voir l'accélération qui explique ce mouvement circulaire-là. Alors, on a dit l'accélération, c'est un delta V sur un delta T. Le delta V, ça va être d'expliquer la vitesse, mettons cette vitesse-ci, moins celle-ci, divisé par le temps que ça prend pour passer de l'une à l'autre. On va arriver à démontrer que l'accélération, on va démontrer deux choses. Que l'accélération doit être centripète pour un mouvement circulaire à vitesse uniforme, même si le cercle n'est pas complet, sur un arc de cercle avec une vitesse uniforme, l'accélération doit être centripète, elle doit pointer vers le centre et sa grandeur doit être donnée par cette expression-ci. Alors, on va aller regarder cette démonstration-là que je vous ai faite. On va la regarder dans le document que je vous ai rendu disponible à cet effet. Bon, alors je répète, on a démontré deux choses, que l'accélération est centripète, pointe vers le centre, et qu'elle a la grandeur V carré sur R. On va écrire ça de la manière suivante. Le vecteur unitaire UR est un vecteur qui part du centre et toujours en s'éloignant.
Le moins qui est là va montrer que l'accélération pointe vers le centre et ça va être sa grandeur. On est dans l'idée que les vecteurs unitaires, les vecteurs vitesse V2 et V1 sont de même grandeur. Ce qui change, c'est la direction. Ici, dans votre manuscrit, on a utilisé un système de coordonnées X, Y, et on regarde à un certain instant. On prend la particule au point 1, elle couvre θ et un autre θ, donc 2 θ. Pour se rendre au point 2, on a V1 et V2. On veut écrire V2 moins V1 sur delta T, on va donc écrire V2 et V1 de façon vectorielle. La composante en X de V2 est négative, d'où le moins V sin θ fois I, et sa composante en Y est positive, plus V cos θJ. Moins V1, la composante horizontale ou en X de V1 est positive, plus V sin θI, et sa composante en Y est positive aussi, plus V cos θ. Quand on fait l'un moins l'autre, il reste moins 2V sin θ dans la direction I et il reste 0 dans la direction J. On vient de montrer que pour ce point-là, l'accélération qui explique ce changement de direction doit pointer vers le centre. Et ça, c'est vrai seulement parce que V1 et V2 sont égaux en grandeur. Par ailleurs, le système de coordonnées X et Y qui a été choisi ici pour la démonstration, on aurait pu le tourner, on aurait pu le prendre comme on veut et on aurait obtenu le même résultat partout, d'où on conclut que sur un cercle, lorsque la vitesse demeure égale en grandeur, mais change de direction, l'accélération qui explique ça doit toujours pointer vers le centre. On vient donc de démontrer qu'il s'agit d'une accélération centripète. Maintenant, pour sa grandeur, on doit écrire delta t, puisqu'on veut faire V2 moins V1, qu'on vient de calculer, divisé par delta t. Delta t, c'est quoi? C'est le temps que ça prend pour parcourir ces deux arcs de cercle-là, celui-ci et le suivant, qui ont chacun la grandeur θ. Alors, on va écrire delta t, c'est 2S sur V. On a montré que S est égal à Rθ, donc delta t va être égal à 2 Rθ sur V, et c'est vrai seulement si θ est exprimé en radians. Maintenant, pour arriver à notre expression finale de l'accélération centripète, on va aller un petit peu plus loin. On va introduire notre valeur de delta t dans notre définition de V2 moins V1. On a donc 2V sin θ divisé par 2 Rθ sur V. Et là, on va devoir utiliser l'approximation des petits angles que vous allez revoir souvent dans tous vos cours de physique. Alors, imaginons un cercle de rayon R. On a un arc de cercle ici S qui est sous-tendu par l'angle θ. Ça, c'est l'arc de cercle S. Maintenant, la corde, c'est ce qui part du rayon et vient toucher l'axe des X. Lorsque θ va tendre, et on a que H sur R, c'est le sinus de θ. Maintenant, S est égal à Rθ, comme on a déjà discuté, et si θ tend vers 0, ce point-là va se rapprocher, et à la limite, H va être égal à S. Donc, on va avoir H qui est Rθ sur R, qui est le sinus de θ, ça va devenir θ. Donc, lorsque θ tend vers 0, le sinus de θ tend vers θ lui-même, lorsque θ est exprimé en radians. Pour faire l'expérience, prenez un angle de 10 degrés, calculez son sinus, ensuite convertissez 10 degrés en radians. Vous allez voir que le chiffre de 10 degrés en radians est très près de la valeur du sinus. Aussi, dans l'approximation des petits angles, la tangente de θ tend vers θ. Pourquoi? La tangente de θ, c'est sin θ sur cos θ. Le sin θ, on vient de dire qu'il tend vers θ, alors que le cos θ tend vers 1 quand θ tend vers 0. Donc, on a sin θ
égale tant de θ égale à peu près θ, qu'on va réintroduire ici dans notre équation pour l'accélération centripète. On avait moins 2vθ sur 2rθv. Ici, le sinus θ est disparu. Il a été remplacé par θ en radian. Et les 2 et les θ disparaissent. Et on vient de trouver qu'en effet, l'accélération centripète a la grandeur v carré sur r. Elle est vers le centre, d'où le signe moins. Et quand on utilise le vecteur unitaire UR radial, on écrit moins v carré sur r fois UR. On va se servir de ça surtout dans la prochaine section sur le mouvement circulaire non uniforme. Pour le moment, on va revenir à nos diapos. Vous regarderez l'exemple 4.7, il s'agit essentiellement de mettre des chiffres dans la formule. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 1687, Newton, avec sa gravitation, sa force de gravité, avait prédit que la Terre serait déformée, qu'elle serait un peu plus, elle aurait un rayon plus large à l'équateur qu'au pôle, elle serait donc un peu aplatie. On appelait ça la figure de la Terre. Et en fait, les cartésiens arrivaient à la conclusion inverse. Ils prétendaient que ce serait l'inverse, que le rayon serait plus grand dans les pôles qu'à l'équateur. Or, il y a eu des expéditions qui ont été lancées, dont une avec un physicien, mathématicien de l'époque, Maupertuis, dont vous réentendrez éventuellement parler dans vos cours de physique, c'était des expéditions mémorables dans ces années-là. Il partait de Paris, il s'est rendu en Laponie pour aller prendre des mesures de méridiens, et son expérience s'est étalée sur plus d'un an dans des moyens de transport extrêmement difficiles et d'habitation extrêmement difficiles. Ici, dans cet exemple-là, on veut calculer l'accélération centripète. Il y en a une à l'équateur, ça serait v carré sur r, v étant la vitesse que ça prend pour tourner sur tout un rayon complet, une circonférence complète à l'équateur, pendant 24 heures. Une personne qui est à une latitude à peu près comme nous, 46 degrés à Montréal, ben, cette personne-là tourne sur un cercle qui est plus petit. Et le rayon, il serait donné ici par le rayon fois le cosinus de cet angle-là, qui est la latitude. Donc, l'accélération centripète ici est moins grande que l'accélération centripète au niveau de l'équateur. Or, je termine ici cette capsule. On a introduit le MCU, on va s'en resservir beaucoup dans la prochaine capsule en application du MCNU, mouvement circulaire non uniforme.